Donc, merci beaucoup déjà pour votre patience et pour être venu assister à cette grande conférence qui s'intitule donc les YouTubers. YouTubers et la communication scientifique. Donc je me présente, je suis Christian Chardonnay, je suis un physicien, je suis directeur de recherche au CNRS et aujourd'hui, donc pour cette conférence, nous avons le plaisir, là vous m'avez stressé là, de vous introduire deux YouTubers et je vais déjà donner la parole à Florence Porcel, qui va nous présenter l'une de ses vidéos et on va discuter avec elle pendant l'heure de cette conférence. Florence, est-ce que tu peux te présenter? Merci Christian. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci d'être venu dans cet amphi. C'est cool. Je suis ravie de vous voir. Alors, je m'appelle Florence Porcel. De toute façon, c'est marqué derrière moi, donc voilà, il y a mon nom. Et effectivement, je fais des vidéos sur YouTube. Mes spécialités, ce sont le spatial, donc tout ce qui se passe dans l'espace, les astronautes, les fusées, tout ça, et les sciences dures, donc la physique, la cosmologie, l'astrophysique, tout ce genre de choses. Et il se trouve que je ne fais pas que des vidéos sur YouTube, j'ai aussi été chroniqueuse sur France Inter, par exemple, j'ai travaillé à France 5, etc. Mais je fais des vidéos sur YouTube depuis peu, et je vais vous en présenter une qui parle de science et de football. Est-ce qu'il y a des fans de foot? Est-ce qu'il y a des supporters ici? Pas mal de supporters. Cool. Je me suis pas trompée. Bon, très bien. Alors du coup, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir quel est... Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir quel est le lien entre le foot et l'espace. Parce qu'il y en a un en fait. Il y en a qui ont des petites idées? Bon, on va voir. Est-ce qu'on... Si, il y en a. Et qui a dit qu'il n'y en avait pas? Évidemment qu'il y en a un. Eh ben, on va lancer la vidéo pour vous expliquer ça. Elle dure 4 minutes. On y va? Ceci n'est pas une planète, ceci est un ballon de foot. Et plus précisément, ceci est le Brazuca, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2014. Regarde, mec, il y a des étoiles sur ce ballon, c'est trop beau! Dans cet épisode, ballon de foot va rimer avec NASA. Oui, non, t'as raison, ça rime pas. Qu'est-ce qui peut rimer avec NASA? Football? Non. Football? Non plus. Ah, je sais. Dans cet épisode, FIFA va rimer avec NASA. Depuis 1970, c'est Adidas qui fournit le ballon officiel de la Coupe du Monde. Et un ballon de foot, c'est tellement commun qu'on n'imagine pas que ce soit un objet très technique. Pourtant, il faut de solides connaissances en géométrie et en physique pour le concevoir. Côté physique, par exemple, le ballon officiel doit peser entre 410 et 450 grammes et avoir une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère. Du côté de la géométrie, il doit être sphérique, mesurer entre 68 et 70 cm de circonférence, et les ballons traditionnels sont composés de 12 pentagones et de 20 hexagones. Mais si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que le Brazuca n'a pas... Mais il est où mon Brazuca? Emmett, non mais je rêve. Arrête de jouer, Emmett, et rends-moi mon Brazuca, je travaille là, moi. Merci. Depuis 2006, les ballons officiels ne sont plus conçus avec des hexagones et des pentagones, comme on peut le voir avec le Brazuca. Et quand on change la géométrie, ça change la physique. Le ballon de la Coupe du Monde de 2010, le Jabulani, avait d'ailleurs posé d'énormes problèmes. Adidas s'était pourtant vanté d'avoir conçu le ballon le plus rond qui soit, parce qu'il n'était composé que de 8 formes géométriques, ce qui réduisait considérablement le nombre de coutures. Mais ça le rendait aussi plus lisse. Revenons à la physique. Quand de l'air passe sur une surface plate, il se passe pas grand-chose. Mais quand ce même air passe sur des aspérités, comme des coutures par exemple, alors ça crée une force qui peut dévier la balle de sa trajectoire initiale. Or, la physique dit que moins il y a de coutures et donc que plus la balle est lisse, plus il sera probable que cette force qui déplace la balle intervienne à des vitesses élevées. Et les moments où le ballon fait une trajectoire dans l'air, c'est quand même souvent le moment où il va vite. Pour
Pour le dire autrement, une balle lisse c'est beaucoup plus imprévisible quand on tape dedans qu'un ballon qui a des tas de coutures partout. Mais ça va pas les mecs, mais t'as quel âge sérieux? Allez, confisquez, j'en ai marre. Pour le mondial d'après, celui de 2014, le défi était de concevoir un ballon fiable, avec le moins de coutures possible, mais sans pour autant être lisse. Du coup, ça impliquait des compétences en aérodynamique et en mécanique des fluides. Et dans quel domaine a-t-on besoin d'experts en aérodynamique et en mécanique des fluides pour faire entrer ou sortir des engins d'atmosphère composés de gaz différents? Dans le domaine du spatial, Emmet, précisément. Adidas est donc allé au Ames Research Center de la NASA pour tester le nouveau ballon. Résultat, des coutures plus longues et plus profondes, ajoutées à la texture du revêtement du ballon, le rendu plus rugueux et donc plus fiable en termes d'aérodynamisme, et ce, quelle que soit sa vitesse. Bref, le Brazuca est le ballon le plus testé jamais produit, et les joueurs de 2014 n'ont pas eu l'air de s'en plaindre. Alors quand on vous reprochera de trop regarder le foot, répondez que vous vous intéressez de près à l'aérodynamique, à la mécanique des fluides, à l'astronomie, et pensez à remercier la NASA à chaque fois qu'un but sera mis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Spatialiste. Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory. Voilà. Merci beaucoup. Voilà le lien entre le spatial et le football. Mais des liens entre le spatial et les trucs qu'on a dans la vie quotidienne, il y en a plein d'autres et c'est justement pour ça que j'ai fait cette série. Donc ouais, c'est intéressant en fait, il y a vraiment plein de choses qu'on utilise enfin, tous les jours et qui viennent de brevets qui sont issus du spatial. Donc voilà le genre de vidéo que je peux faire. Maintenant peut-être que Droopix a envie de diffuser les siennes. Voilà, donc je propose effectivement de donner la parole à Droopix qui fait également des vidéos. Alors il va déjà se présenter rapidement. Yes. Non. Salut. 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 Du coup, vite fait. Thug Life, les gars. Thug Life. Du coup, juste pour me présenter vite fait. Je m'appelle Droopix. Moi, pour le coup, j'ai grandi entouré de bâtiments. Autour de moi, tout le monde s'en foutait, s'en battait les reins, hein, comme on dit, des sciences. Du coup, j'ai grandi un peu en me disant que j'étais tout seul dans mon délire à faire de la science. Et puis du coup, j'ai continué mes études, j'ai eu le bac, j'ai continué après le bac, pour finir par être actuellement en fait en doctorat de neurosciences. Ouais, drôle de délire, ouais. Je vais t'expliquer après. Je sais pas le cas, mais je vais t'expliquer après. Et du coup, ce que j'ai voulu commencer par faire, c'était sortir une première vidéo pour montrer que nous, les chercheurs, on était des gens normaux. Parce qu'à chaque fois que je disais à mes potes que je faisais de la recherche, ils me disaient « Ouais, toi, t'es dans ton délire, t'es un type chelou. » Alors oui, je suis un peu chelou, mais vous allez voir, l'idée, c'est quand même de montrer que tout le monde fait de la recherche. Je fais de la recherche, vous faites de la recherche. Et pour ça, du coup, j'ai fait une petite chanson. Une chanson, une parodie. Vous voyez le son de Macklemore ? Ouais. Le vieux son, la Thrift Shop. Ouais. Et en gros, merci. Et en gros, je l'ai repris pour montrer que tout le monde fait de la recherche. Eh, c'est pas du peurin, hein, je préviens tout le monde, commencez pas à chambrer, hein, parce que je vois vos petites têtes là. Eh Droopix, la recherche, c'est compliqué ça. Pour faire de la recherche, il te suffit d'une question. Comme quand t'es en galère et que t'as pas la solution. On cherche pas les mêmes choses, mais on le fait de la même manière. Tu en doutes? Là quelques exemples qui devraient te plaire. Si je me demande quels gènes sont liés au diabète, je vais regarder des articles sur PubMed. Car je fais de la recherche. Comme quand tu te demandes Bob Marley est mort de quoi, tu vas regarder sa page Wikipédia. Donc tu fais de la recherche. Si je veux savoir si une publi est réputée, je mate le nombre de fois qu'elle a été citée. Car je fais de la recherche. Comme quand il y a un film que t'hésites à mater, tu mates le nombre d'étoiles d'halluciner. Donc tu fais de la recherche. Si une fille dit un tas de conneries à la télé, mais qu'au final elle te fait marrer, elle a fait pas de la recherche. Si mon labo est vide. Voilà. Donc du coup, si ça vous fait kiffer, il y a la suite sur internet, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Droopix, vous allez tout trouver.
Tout ça pour dire, les gars, les filles, tout ça pour dire que je fais de la recherche. Donc du coup, à partir de là, une fois que j'avais montré que tout le monde faisait la recherche et que surtout tout le monde pouvait la comprendre, je me suis dit que j'allais expliquer plus concrètement ce que je faisais. Moi, mon truc, c'est les neurosciences. Est-ce que vous savez, les gars, c'est quoi les neurosciences? Non, ouais. Les neurosciences, c'est simple, c'est le cerveau. Et c'est tout ce qui passe par le cerveau. Donc ça va être aussi bien le sommeil que les drogues, que les maladies comme la dépression. Le cerveau, en fait, c'est un peu tout ce qui se passe dans votre corps, quoi. C'est votre unité centrale. Et ben moi, je taffe là-dessus. Un des autres formats vidéo que je fais, du coup, c'est de parler de ces découvertes en neurosciences. Mais pour ça, je passe par la pop culture. J'imagine que vous voyez qui sont Angelina Jolie et Brad Pitt. Alors, pour la petite histoire, quand moi j'ai fait cette vidéo, ils étaient encore ensemble. Je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 2 semaines, voilà, ils sont plus trop ensemble. Je vous montre du coup une petite vidéo qui montre juste ce que je fais, comment je parle des découvertes. Bienvenue dans les infos de Droopix, le seul journal où le monde funky et déluré de la pop culture décrypte les découvertes fascinantes et incroyables des neurosciences. C'est parti pour une bonne dose de neuropop culture. Rassurez-vous, c'est pas Angelina et Brad qui s'embrouillent là. C'est un extrait du film Mr. et Mrs. Smith où ils incarnent un couple avec des disputes plus qu'explosives. Justement, des chercheurs de l'université du Delaware ont cherché à comprendre l'impact des embrouilles sur la vie de couple. Une des découvertes qu'ils ont faites a été publiée dans la revue Clinical Psychological Science. Tu me casses les couilles! Une embrouille fait augmenter la quantité d'une hormone particulière dans le sang, la gréline. Et la gréline, c'est l'hormone qui donne la dalle, en mode grosse fringale. Autrement dit, c'est biologique d'avoir faim après une dispute entre amoureux. Et vu comment c'est intense chez les Smiths, c'est le frigo qui doit prendre cher. Perso, je vois qu'une seule solution efficace. Être célibataire. Donc voilà. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que je parle de neurosciences, je parle de d'autres sciences aussi. Et ça du coup je le fais sur mon site internet. Je le fais soit avec des vidéos, soit avec des chroniques à la radio, parce que je fais aussi de la radio, ou soit avec des petites conférences comme je peux les faire là. Donc voilà, si jamais, enfin je suis sûr même que vous avez forcément Facebook et Twitter. Je pense qu'il y a du mytho dans la salle. Non mais en tout cas, pour le coup, pour ceux qui ont Facebook et Twitter, je vous invite du coup à vous abonner à mon profil, c'est Droopix, et aussi évidemment au profil de Florence. Donc voilà. Bien. Merci Droopix. Alors, on a appris que en fait Droopix c'est un chercheur, c'est un apprenti chercheur, il est en train de faire une thèse. Et toi, Florence, toi aussi tu fais de la recherche? Moi je fais pas de recherche, moi. Moi j'ai un bac L, alors c'est dire si je viens de loin. En fait j'ai fait une école de comédie musicale, donc je suis formée en chant, en danse et en théâtre, que j'ai faite à Paris. Donc je suis comédienne et je suis auteure, c'est comme ça que je gagne ma vie en ce moment, parce que YouTube ça rapporte pas assez d'argent pour vivre. Là je veux casser un mythe direct, je suis désolée. Ouais, il y a un gros blanc là, bizarrement. Mais on gagne pas sa vie avec YouTube, ou alors ils sont quoi? Ils sont 10 en France, c'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué. Donc il faut gagner sa vie autrement, voilà. Droopix, il fait de la recherche. Et moi j'écris des choses. Voilà, donc j'ai aussi un diplôme de journalisme, ce qui me permet de vérifier toujours mes infos, de ne pas dire de bêtises quand je parle de science. Et après la science, évidemment, c'est une passion depuis que je suis toute petite, donc du coup, voilà, j'ai quand même réussi à engranger des connaissances. Et surtout, je m'entoure de scientifiques, je m'entoure d'ingénieurs, je m'entoure d'astronautes, pour ne pas dire de bêtises et être sûr que ce que je balance sur YouTube, ce soit digne de confiance. Mais j'attire votre attention sur le fait que, même si c'est une vidéo sur YouTube d'un mec ou d'une meuf que vous aimez bien, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut aller chercher par vous-même si la personne dit vrai, il faut surtout garder un esprit critique. Hein, il ne faut pas tout prendre, même si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui a des millions d'abonnés, cette personne peut dire des bêtises, et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais surtout, si vous voulez aller vérifier, il y a des tas de moyens d'aller vérifier que si ce qui est dit dans la vidéo est vrai. Et là encore, c'est de la recherche, donc comme quoi on y revient toujours. Mais c'est à votre portée, hein.
Et c'est pas mal de trouver, de dénicher des erreurs, c'est cool. Alors moi j'ai envie de vous poser une question quand même, parce que là les vidéos elles sont rapides, hein, ça prend 2-3 minutes, 5, 10 minutes grand max. Combien de temps il vous faut pour faire une vidéo comme celle que tu as montrée, Florence? Alors, la vidéo, comme celle que j'ai montrée, c'est un peu différent de ce que je fais sur ma chaîne parce qu'il y a une boîte de prod derrière. Il faut savoir que la vidéo que vous avez vue, c'est 20 personnes. Entre la technique, l'écriture, la production, c'est 20 personnes. Il y a une réalisatrice, il y a une chef-ops qui s'occupe de la lumière, il y a un ingé son pour le son, il y a une décoratrice, il y a quelqu'un qui fait bouger Emmett parce qu'il ne bouge pas tout seul, hein, il n'est pas vivant. Il y a un auteur, c'est moi, une comédienne, c'est moi. Ensuite, il y a des moyens de production. Enfin voilà, c'est 20 personnes pour faire une vidéo de 4 minutes comme ça. Maintenant, ce que je fais sur ma chaîne, c'est à peu près pareil, en un peu moins joli, mais parce que j'ai pas le décor de l'agence spatiale chez moi, hein, ça se saurait. Mais une vidéo de 10 minutes, par exemple, c'est 35 heures d'écriture, déjà. Voilà, 10 minutes, 35 heures d'écriture. Et encore, il n'y a pas les relectures par les spécialistes. Donc c'est moi qui écris pendant 35 heures, enfin qui fait des recherches pour traiter le sujet correctement, etc. 35 heures d'écriture. Ensuite, il y a le tournage, ça prend une journée, enfin... quelques heures en tout cas. Ensuite, il y a le montage. Alors ça dépend de la longueur de la vidéo et de ce qu'il y a à monter derrière, mais ça prend entre 1 et 3 journées. Donc c'est du temps aussi. Et ensuite, il y a toute la post-production, donc nettoyer le son, nettoyer un petit peu l'image, faire l'habillage de la vidéo avec une petite intro, une sortie, voilà, renvoyer vers les autres vidéos à la fin. Ensuite, il y a la mise en ligne. Tout mettre dans la description sous les vidéos sur YouTube, donc les liens vers les sources, les personnes qui ont aidé à faire la vidéo, enfin tout ça prend du temps aussi de le faire. Et ensuite il y a la communication autour, la relayer sur les réseaux sociaux, répondre aux questions des gens, regarder les commentaires, les modérer éventuellement. Donc faire une vidéo de 10 minutes, on arrive presque à 15 jours, 3 semaines de boulot, quoi, équivalent temps plein. Donc c'est vraiment très chronophage, ça prend beaucoup de temps quand on veut le faire bien. Mais au retour, on a des super retours. Voilà le temps que ça me prend moi. Maintenant, Dropix, peut-être qu'il est plus efficace, je sais pas. Ouais, j'avoue, moi c'est un peu différent. Je suis pas plus efficace par contre, mais c'est carrément différent. Florence, pour le coup, elle a fait tout toute seule. Elle est du début à la fin de la vidéo, elle gère tout, c'est-à-dire le texte, le jeu derrière devant la caméra, elle gère aussi le montage pour faire que le truc soit rythmé, soit stylé. Moi, ça n'a rien à voir. Pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. J'ai des trucs qui sont un peu différents. Déjà, il y a le temps d'écriture. Ça dépend. Quand j'écris un son, forcément, c'est plus long à écrire. Il y en a peut-être certains d'entre vous d'ailleurs qui écrivent, voilà, il faut que le texte il soit propre. Derrière, il faut aller l'enregistrer en stud. Ensuite, il faut pêcher l'instru. Tout ça, ça prend un peu de temps. On va dire grosso modo une semaine. Une petite semaine en taffant le soir quand je rentre du boulot. Double boulot. Ensuite, faire le clip. Ça, pour le coup, c'est pareil. Moi, c'est quand même un peu plus sympa, je pense, dans le sens où pas mal de mes clips, c'est avec mes potes. Donc du coup, on en profite pour faire ça le temps d'une après-midi ou d'une soirée. Ça s'éclate en même temps. C'est toujours un peu plus sympa. Il n'empêche que ça prend quand même une journée de tournage. Après, ce qui est du domaine de la réalisation, du montage, j'avoue, c'est pas moi qui m'en occupe. Pareil, c'est souvent des potes qui me font ça. Depuis quelques temps, je bosse avec des vrais réalisateurs, ce qui veut dire qu'il faut lâcher un billet. Donc c'est pareil, ça à prendre en compte, ça aussi, mine de rien, je veux dire, voilà quoi, faut débourser un peu de sous. Donc en termes de temps, ça dépend vachement de mes formats. Sur les petits sons là qui sont 3-4 minutes, je dirais ouais, 2-3 bonnes semaines de taf. Maintenant là j'ai sorti une vidéo par exemple qui dure 10 minutes, où là cette fois je vais dans un labo où ils créent des nouveaux atomes, c'est un sacré délire. On a carrément fait un laboratoire clandestin. Je vous montrerai un extrait tout à l'heure, d'ailleurs ça sert à rien de trop spoiler la vidéo. Tout ça pour dire que suivant le type de vidéo, minimum je pense que c'est quand même pareil, au final c'est 3 semaines de taf. Et ça peut monter jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, suivant le type de truc qu'on veut faire, quoi. Donc, je pense que vous avez bien compris que ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un vrai travail, c'est un vrai métier. En fait, si je peux me permettre, c'est plusieurs métiers. Oui, c'est plusieurs métiers. Plusieurs métiers. Mais il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être scientifique pour faire des vidéos dans le domaine scientifique. Le point commun, en revanche, c'est qu'il faut être passionné. C'est toujours mieux de parler de quelque chose qui nous passionne, sinon on se fait chier, non? Enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Donc oui, si on se lance dans une chaîne YouTube, étant donné le travail que ça implique, le temps qu'on y passe, si on n'est pas passionné, on fait une vidéo et puis plus jamais, on est dégoûté à vie. Donc il faut vraiment avoir la foi, quoi. Il faut vraiment être passionné par son sujet pour poursuivre. Ma chaîne, ça fait 4 ans qu'elle existe.
Donc voilà, ça fait quand même pas mal de temps. Et après, ça dépend, enfin les vidéos, ça dépend des formats aussi. J'ai fait un documentaire sur un spectacle qui s'appelle l'Exoconférence d'Alexandre Astier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Alexandre Astier dans la salle. C'est le mec de Kaamelott, voilà. Il a fait un spectacle sur les extraterrestres l'année dernière, l'année d'avant, et j'en ai fait un documentaire d'1h30 avec lui, puisque j'ai la chance de le connaître. Et en fait, c'est 6 mois de boulot. C'est 6 mois de boulot et c'est 500 heures de montage. Donc ça dépend vraiment des formats. Donc voilà. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'être scientifique pour parler de science. Si on n'est pas scientifique à la base, il faut être sûr de se faire relire par des spécialistes. Pour pas dire de bêtises, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut comprendre des notions complexes pour lesquelles on n'est pas forcément formé. Voilà, avec mon bac littéraire, je pensais pas parler un jour des ondes gravitationnelles sur YouTube, par exemple. Et pourtant, ou du spatial avec un extraterrestre chelou à l'Agence spatiale française. Et pourtant, c'est possible. À partir du moment où il a une passion, enfin voilà, il suffit de se lancer. Et ensuite, advienne que pourra. Mais pour le coup, ça a fonctionné pour moi et ça marche. Donc c'est pas impossible. Tu as dit tout à l'heure, là, pour casser un peu l'ambiance, qu'en fait, on ne peut pas vivre de ce métier ou de cette passion de faire des vidéos. Est-ce que ça existe des youtubeurs qui vivent de leur métier? Non, on peut l'applaudir, parce que non, mais... La preuve qu'on apprend à tous les âges. Est-ce que tu veux dire que je suis âgé? Un tout petit peu plus que le public. Et donc, est-ce qu'il y en a qui vivent de leurs vidéos? Est-ce que ça existe? Oui, il y a des gens qui vivent de leurs vidéos, il y a des gens qui vivent de leur chaîne YouTube, il y a des Norman, des Cyprien que vous connaissez tous, j'imagine. Voilà. Alors eux, ils en vivent parce qu'ils ont des millions d'abonnés et parce qu'ils ont des contrats avec des boîtes de prod, avec de la pub, etc. Donc ils en vivent, mais en France, ils sont très peu. On peut les compter sur les doigts d'une main. Donc c'est pas impossible, mais voilà, c'est quand même pas. Faut pas que ce soit le but. Si vous voulez faire des vidéos, c'est génial, allez-y, foncez. Mais ne croyez pas que vous allez devenir riche ou que vous allez forcément en vivre, en tout cas pas tout de suite. Ça prend du temps pour s'installer, pour avoir une crédibilité, pour avoir un carnet d'adresses. C'est comme dans tous les milieux, hein. Il faut s'installer, il faut que les gens trouvent que vous êtes assez sérieux pour venir vous voir et vous proposer des contrats, des choses, pour que vous commenciez à gagner votre vie et tout, et pour vous constituer un carnet d'adresses. C'est pas différent que dans les autres domaines. Alors, après, quand même, juste pour rajouter un truc, ça dépend ce que vous voulez faire sur YouTube aussi, quoi. Je veux dire, après, de quoi? Les jeux vidéo? Ouais, ça marche bien, ça, en plus, ça. Et pour le coup, là-dedans, ils font des gros sous, parce qu'il y a du monde à regarder, donc... Mais après, c'est ça dépend ce que vous voulez faire sur YouTube. Déjà, il y a quand même pas que les vidéos scientifiques. Nous, on est quand même sur un secteur particulier, mais... donc, il y a moyen de... Et puis, l'avantage, c'est que vous êtes libre. Donc après, je trouve qu'il y a moyen de lancer des vidéos sans forcément vouloir en faire son métier, juste pour se triper, pour se marrer avec ses potes ou des trucs comme ça. Et ça, pour le coup, là, c'est parfait. Vous y mettez le temps que vous voulez, vous y mettez les moyens que vous voulez, le matos que vous voulez. Au final, avec votre téléphone, vous pouvez le faire. Donc voilà, après, ça dépend vraiment si vous voulez en vivre ou pas. Mais si vous voulez pas en vivre, allez-y direct. Hein. Et il y a moyen de faire le buzz rapidement, en plus. Alors moi, je voudrais... Oui, Florence, j'avais tu juste dois une question, si tu me permets, avant de passer à la suivante. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà une chaîne YouTube? Levez la main, que je vous vois. J'en vois qui balancent, hein, c'est moche. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient faire des vidéos sur YouTube? Bon, je vois pas beaucoup de filles se lancer là. Je vais parler juste aux jeunes filles. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui voudraient en faire? Comment ça, non? Ah bah voilà, merci mademoiselle. Non mais tout le monde, il y a de la place pour absolument tout le monde sur YouTube. Donc les garçons, soyez libres, voilà. Merci pour vos retours. Bon, alors moi, je voudrais aborder un autre sujet. Donc, quels sont les contacts que vous avez avec votre public? Combien de fois vos vidéos sont regardées et donc, est-ce que vous arrivez à échanger avec votre public qui regarde ces vidéos et comment ça se passe? Moi, du coup, pour le coup, la vidéo qui est la plus vue, je crois que c'est celle que je vous ai montrée. Et mais faut que tu ailles la voir sur YouTube. Et mate les autres, comme ça tu verras. Ah, mais attendez, quoique, je peux vous montrer ma deuxième vidéo qui est la plus vue.
Et comme ça, je pourrais enchaîner sur le nombre de vues. Et là, pour le coup, c'est un petit son sur les drogues. Reste enfermé dans le game, ouais mon pote c'est chiant, c'est pas évident. T'as perdu le contrôle, en un mot t'es dépendant. Je sais pas pourquoi, ni comment, non. Y'a bien des raisons pour expliquer ce changement. Tabac, alcool, cocaïne, cannabis, ecstasy, héroïne, amphétamine, crack, opiacé, popper, speed, acide, MD. Addiction au sexe, aux paris sportifs, addiction au jeu ou achat compulsif. Si tu veux en savoir plus, si tu veux que je t'explique, tape psyjadessu.com et ensuite clique. Ouais, mais n'empêche que peut-être que la vidéo elle vous fait kiffer, mais en vrai les gars, je crois que j'ai même pas 3000 vues dessus. Donc je compte sur vous pour pousser au maximum la vidéo, pousser au maximum le public. Ouais, je compte sur vous. Hein? Bah ouais, voilà, faut partager les gars. Donc du coup, tout ça pour dire qu'au niveau des vues, au niveau des vues, dans mon cas, j'en fais pas beaucoup, je crois que je peux en avoir 10 000 en tout cumulé. C'est plutôt à la radio et avec les conférences que ça marche bien, quoi. Alors pour parler chiffres, moi j'ai 36 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ah les sciences, hein, c'est pas l'humour ou les jeux vidéo, c'est sûr. Mes vidéos les plus vues, j'ai 2 vidéos à 300 000 vues à peu près. Ah. Voilà, et les retours avec le public en fait. Dans le domaine, c'est beaucoup, hein, c'est même énorme, hein, c'est même énorme. Paraît-il. Alors en fait, pour les retours avec le public, c'est les commentaires. Vous pouvez tous en mettre des commentaires. Et en ce qui me concerne, je les lis tous. Je dis pas que je réponds à tous, hein, ce serait humainement impossible, mais je les lis tous. Aussi parce qu'il faut que je modère, parce que s'il y a des insultes ou voilà, des choses qui tombent sous le coup de la loi, il faut que je les supprime. Donc je les lis tous. Donc ça permet d'avoir vraiment des retours avec le public. Et c'est intéressant les retours avec le public parce que ça m'aide à m'améliorer aussi. Il est où le PowerPoint? Il est là. Par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs personnages. Parce que je suis toute seule, donc comme vous l'avez compris, je suis toute seule à faire mes vidéos YouTube. Donc ça, c'est moi, là, à gauche. On m'a connu, j'imagine. Donc c'est Flo, et là, il y a Dark Flo, qui est un petit peu plus méchante. Voilà. C'est la version méchante de moi, et donc en fait, j'utilise ces personnages pour que dans l'écriture, ce soit un petit peu plus rythmé, pour qu'il y ait un dialogue entre moi et moi-même, puisque je suis toute seule. Mais il se trouve que Dark Flo, elle a beaucoup agacé les internautes. Je m'en suis pris plein la gueule avec elle parce que visiblement le personnage était un petit peu trop extrême. Alors je me suis dit, Dark Flo, je vais l'envoyer en vacances et je vais la remplacer. Je vais la remplacer par une version un peu chelou de moi. Mais voilà, c'est un troisième personnage parce que j'avais ce retour des internautes qui me disaient on n'en peut plus de la voir, l'autre, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'elle peut se barrer, et voilà. Bon, elle est revenue il n'y a pas longtemps, donc si vous allez voir les vidéos qui sont publiées depuis un mois sur ma chaîne, Dark Flo est de retour. Mais voilà, donc les retours avec le public, mine de rien, on vous lit. Et puis surtout, on prend en compte ce que vous nous dites, quoi. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Donc et merci de le faire, parce que du coup, ça permet moi de m'améliorer, de chercher d'autres choses et de proposer d'autres choses. Donc merci d'être actif dans votre démarche de regarder des vidéos et de laisser des commentaires constructifs, évidemment, parce que ça nous aide beaucoup et ça nous permet d'avoir le retour de ceux qui nous regardent. Et comme on fait des vidéos pour qu'elles soient regardées, c'est bien d'avoir votre retour. Voilà. Ça, c'est Hollywood, hein, c'est effet spécial, voilà. Alors parmi ceux qui font des commentaires, est-ce qu'il y a des scientifiques qui réagissent en disant « Ah mais c'est n'importe quoi ce qui a été écrit » ou quoi? Alors jusqu'ici j'ai de la chance, personne n'a relevé, enfin si ça arrive qu'on ait relevé des erreurs de doctorants ou d'étudiants effectivement qui m'ont dit « Ah là c'est pas bien, c'est pas grave, dans la description sous la vidéo je la corrige ». Mais c'est vrai que ça m'est assez peu arrivé, j'ai plus de 125 vidéos sur ma chaîne et ça a dû m'arriver 3-4 fois. Donc je suis assez contente et ça ne m'arrive plus depuis très très longtemps.
que j'ai un carnet d'adresses de scientifiques et d'ingénieurs qui peuvent me relire. Donc ça c'est chouette. Maintenant, ça n'empêche pas les débats, ça n'empêche pas des gens de ne pas être d'accord avec des choses. Et là c'est super. Là du coup, là les débats s'ouvrent dans les commentaires et c'est chouette et c'est vachement intéressant. Et c'est aussi intéressant de regarder les débats en commentaire que les vidéos. Est-ce que tu peux donner un exemple peut-être de débat qui a suscité une vidéo? Oui, notamment les voyages vers Mars. Il y en a qui sont pour les voyages habités vers Mars, c'est-à-dire envoyer des humains vers Mars. On n'y est encore pas allé, on est allé sur la Lune, mais on n'est pas allé sur Mars. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et effectivement, c'est très intéressant de débattre et d'avoir des arguments pour, d'avoir des arguments contre. Et comme ça, et c'est super intéressant de discuter là-dessus en tout cas. Ouais, par rapport aux scientifiques, moi j'ai pas mal de retours des scientifiques. Et pour le coup, sur toutes les petites chansons, clairement ils trouvent ça suspect. Enfin, pas tous, faut pas généraliser. Il y a tous les jeunes de notre âge, voilà, qui trouvent ça plutôt marrant. Maintenant, ouais, c'est sûr qu'il y a une autre partie des chercheurs qui comprend pas qu'on puisse se marrer avec la science en fait. Pour eux, c'est un truc qui doit forcément être chiant. C'est un truc qui doit, voilà, comme. Allez, je sais qu'il y a vos profs, mais voilà, comme dans les cours, faut que ce soit sérieux, faut que ce soit. Nous, ce qu'on fait, c'est sur YouTube, c'est pas des cours. Avec vos profs, c'est pas chiant. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars. Bon, en tout cas, je vois que vous défendez vos profs, ça c'est déjà bien. Non, ça. Non, c'est cool. Non, et du coup, tout ça pour dire du coup que ça dépend des gens, dans tous les cas. Au pire des cas, si vous voulez faire des vidéos, qu'elles soient scientifiques ou pas, ce qui compte, c'est pas vraiment de savoir ce que les spécialistes pensent, ce qui compte, c'est ce que vous pensez et ce que votre public pense. Pour le coup, après les spécialistes, c'est encore un autre univers, quoi. Bien. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez alors du travail que vous faites? Quelle est l'utilité? Qu'est-ce qui vous motive? Et comment vous comparez avec d'autres moyens de communication scientifique? Par exemple, Savants de banlieue, il y a des conférences, des mini-conférences, il y a des stands, etc. Vous communiquez de façon différente. Vous avez une réflexion par rapport à ça? Oui, alors moi je suis très vieille, moi j'ai 33 ans. Alors en fait, juste pour que vous vous moquiez de moi encore plus, quand j'avais 16 ans, pour mon anniversaire, j'ai demandé un modem pour avoir internet. C'était du 56K et il coûtait 800 francs. Alors, c'est dire si je reviens de loin. Hein. Donc en fait, moi, j'étais passionnée par les sciences quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'étais à l'école et tout ça, mais j'avais pas accès à Internet, ça n'existait quasiment pas, quoi. Donc j'allais voir des conférences, comme dans ce genre d'événements. J'allais voir des scientifiques, donc parler à un public. Je lisais des livres, enfin j'en lis toujours, hein, je mets ça au passé, mais j'en lis toujours. Donc les livres, les conférences, les émissions à la radio, les documentaires à la télé. Mais du coup, Internet est arrivé et c'est génial parce que alors non seulement c'est gratuit et on peut l'avoir chez soi ou même partout maintenant dans les transports en commun, donc je vous apprends rien, hein, mais ça c'est chouette parce que du coup, on peut avoir accès à un tas de contenus gratuitement, comme on veut, regarder 1 minute ou 2 ou 10 si on a le temps, y revenir, repartir en arrière, revoir si on n'a pas compris, ça c'est vraiment top. Maintenant, ça n'empêche pas, il ne faut pas regarder que des vidéos sur YouTube, ça n'empêche pas de lire, d'aller à des conférences comme ici. Merci d'être venu. Ça n'empêche pas d'écouter les scientifiques à la radio. Donc en fait, tout se complète. C'est pas parce que YouTube est arrivé, c'est pas parce que Internet est arrivé dans nos vies que ça élimine les livres. Et d'ailleurs, voilà, j'en ai écrit un et il sort la semaine prochaine. Comme quoi, YouTube mène à tout, même à l'écriture de livres. Et je pense que tout est complémentaire. On peut pas dire quelque chose, on peut pas traiter un sujet en quelques minutes sur YouTube comme on le traite en plusieurs pages sur un livre ou en 1h30 lors d'une conférence. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui voudraient poser des questions. Comment hein? Ah bah là on va t'entendre hein. Non mais on va aller sur la planète Mars. Pour aller sur Mars? Sur la planète Mars.
Combien d'années il faut aller, Madeleine? Alors, puisqu'on parle de la planète Mars, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité américaine. Je ne parle pas des élections présidentielles américaines, mais il y a le président Obama qui a annoncé qu'il y a un passionné de science, et qui a annoncé la conquête de Mars par les Américains de la NASA. Voilà. Cette semaine, c'était la semaine ou la semaine dernière. Qui veut poser Alors, une question là? la question c'était combien d'années il faut pour aller sur Mars, c'est ça? Ouais. Alors en fait, le voyage pour y aller ça c'est fait. Avec les technologies actuelles, le voyage pour y aller, ça dure 6 mois. Voilà. 6 mois, et ensuite, si on veut rester un petit peu, c'est comme en fait Mars et la Terre tournent autour du Soleil, mais 1 an sur Terre correspond à 2 ans sur Mars. Et il faut attendre que les planètes se réalignent pour que le voyage ne dure que 6 mois. Donc il faut attendre 2 ans. Et donc soit on reste 1 an, soit on reste 1 an et demi sur place pour pouvoir revenir en 6 mois. Et en termes d'actualité martienne, sachez qu'il y a une sonde européenne avec une forte contribution française, une mission qui s'appelle ExoMars et qui arrivera dans 6 jours, le 19 octobre, la semaine prochaine, autour de Mars. Et cette mission, il y a 2 choses. Il y a un orbiteur, donc qui se mettra en orbite autour de Mars, et un atterrisseur qui atterrira, comme son nom l'indique, le 19, donc mercredi prochain. Donc c'est l'Europe qui va se poser sur Mars, juste un robot, mais qui va se poser la semaine prochaine. Donc ça me semble important de souligner qu'il n'y a pas que les Américains qui vont sur Mars. Bonjour. Oh non. Bon, les micros, ça marche pour de vrai. Il y a quelqu'un qui veut poser une question, là? Bon, c'est un micro qui marche. Hein. D'accord, il fonctionne. Putain, je m'entends pas le micro là. En fait, j'avais une question pour les youtubeurs. On peut dire vidéaste aussi, ça marche aussi. Hein. D'accord. Oui. Est-ce que c'est rentable de travailler 3 semaines pour ce que vous gagnez en faisant des vidéos? Non. En fait, pour te donner des chiffres, en ce qui me concerne, moi ma chaîne, je la fais sur mon temps libre parce que je gagne pas ma vie avec. J'ai monétisé ma chaîne il y a 18 mois. Et en 18 mois, j'ai gagné, en tout, hein, en 18 mois, j'ai gagné 500 $, juste avec la pub de YouTube. 500 $ en 18 mois. Ça me paye même pas un loyer. Une autre question. Oui, bonjour. J'ai une question concernant la vulgarisation. En fait, à quel point un vidéaste peut être considéré comme de confiance quand il fait de la vulgarisation, notamment scientifique? Et justement, quand vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas forcément s'intéresser à ce que pensent les spécialistes, il faut aussi s'intéresser à ce qu'on pense nous et à ce que pense notre public. Justement, comment on peut être sûr que l'information qui est donnée par le vulgarisateur va être bonne si on fait une intériorisation des faits? Et voilà. Non, Qui veut répondre? Je pense qu'on va sûrement répondre tous les deux. Mais pour le coup, c'est la question, je pense, la plus importante. Un instant, laissez Droupik se répondre. Bah oui les gars, laissez-moi répondre. Non, du coup, je pense que c'est la question la plus importante. À quel point ce que vous regardez sur Internet, et je pense même pour vous c'est important, à quel point ce que vous regardez c'est des conneries ou pas. J'ai eu exactement ce problème-là, j'étais avec un pote, on était en train de fouiner sur YouTube, on savait pas trop quoi faire, et là on tombe sur une vidéo de ouf, une vidéo sur les pyramides. Et incroyable, les pyramides, c'est trop précis, patati patata, 1h30 de reportage. Trop bien fait pour nous dire que c'est sûr les gars, les pyramides ont été faites par les extraterrestres. Franchement, le truc est super bien réalisé, le truc est super carré. Là, je pense que le réflexe en fait à voir quand déjà tu sais pas qui est-ce qui a fait le documentaire, qui est-ce qui a fait la vidéo, bah c'est déjà commencer par essayer de trouver des informations sur la personne qui a fait la vidéo. Là, pour le coup, ça a été assez facilement identifiable que tout était bidon, puisqu'en gros, c'était quand même une sorte de secte. Donc c'est quand même assez flippant les messages qu'on peut faire passer. Donc je pense que le premier filtre, c'est regarde qui est-ce qui parle. Suivant la personne qui parle, à ce qu'elle est beaucoup suivie, à ce qu'elle est digne de confiance, qu'est-ce qu'elle a fait.
Le deuxième truc après, c'est une curiosité perpétuelle, c'est que quand bien même, regarde moi par exemple, au final je suis un expert des neurosciences, ça m'empêchera jamais de dire des conneries. Donc je pense que la deuxième solution, c'est de regarder les commentaires et de garder toujours un peu de recul en fait. Je pense que nous, en tant que youtubeurs scientifiques, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que pense le public sur la forme. Maintenant, sur le fond, je pense que c'est quand même important de s'intéresser aussi et surtout à ce que disent les spécialistes, parce qu'après, le risque, c'est de dire des conneries. Il y a des sujets, tu vois, qui vont être assez légers, donc c'est pas trop grave. Là, ma vidéo tout à l'heure sur le fait d'avoir la dalle après s'être embrouillé avec son copain ou sa copine, bon, si je me suis trompé, il n'y aura pas mort d'homme. Il y a d'autres vidéos que je fais sur les drogues, par exemple, où là, j'ai tout intérêt à être carré, donc je pense qu'il faut être actif, entre guillemets, regarder à quel point la personne a de la notoriété, quels sont les retours sur ce qu'elle fait, et deuxièmement, ne pas hésiter à poser des questions et à regarder un peu autour, quoi. Et en ce qui me concerne, comme je suis pas scientifique moi-même, je mets toujours dans les descriptions sous ma vidéo les sources vers les articles que j'ai lus pour écrire le texte. Évidemment, je mets le nom de la personne qui m'a relu, ainsi que le nom de son laboratoire. Je mets tout dans la description sous la vidéo. Donc tout y est. Donc si la personne a envie de vérifier ce que je raconte, c'est possible. Il n'y a qu'à cliquer. Et ensuite, voilà, c'est aussi à l'internaute de faire la démarche, d'avoir son esprit critique grand ouvert. Et voilà, mais c'est vrai que commencer par savoir qui nous parle, c'est une très bonne question à se poser. Et ensuite, aller voir si effectivement dans la description sous la vidéo, il y a des liens pour aller plus loin ou les sources et faire sa petite recherche soi-même de son côté, mais toujours en faisant très attention parce qu'effectivement sur Internet, on peut trouver de tout. Une autre question, jeune homme. Qui veut poser une question là? Tu poses une question? Fini. Ah, d'accord. Le micro marche encore, hein. Est-ce que vos concurrents font des commentaires sur vos vidéos? Est-ce que quoi? Vos autres youtubeurs Arrêtez de la chambrer, Est-ce que les autres youtubeurs ont fait des commentaires sur vos vidéos? Oui, ça m'arrive souvent, parce qu'on se connaît tous un petit peu maintenant au fur et à mesure des temps qui passent. On se rencontre souvent dans des conférences, dans des conventions, et du coup, ils commentent assez régulièrement. En fait, à part faire des vidéos sur YouTube sur la science, vous voulez pas en faire votre métier? En fait, c'est pour ça qu'on est sur YouTube, justement. Après, le truc, c'est que pour que quelque chose soit ton métier, le principal truc, c'est quoi? C'est qu'il te rapporte un salaire. Et c'est là que sur YouTube, ça devient plus compliqué. C'est là, pour le coup, que sur YouTube, c'est plus compliqué. C'est compliqué de faire un salaire. C'est un bon moyen de se faire connaître, par contre. Et derrière, éventuellement, de bosser avec des boîtes de prod qui peuvent faire de la télé. Donc c'est vrai que c'est pas avec YouTube, je pense, qu'on va réussir à vraiment avoir un salaire, mais c'est une bonne voie d'entrée, quoi. En fait, j'ai fait de la vulgarisation scientifique avant de faire des vidéos sur YouTube, puisque j'ai commencé sur France 5 et puis sur France Inter, etc. Et je me suis mise à la vidéo un peu plus tard, mais du coup, être sur YouTube, ça m'a permis, tu vois, d'écrire mon premier livre, ce qui m'a rapporté un petit peu de sous. Alors pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, mais ça me permet d'avoir des vrais contrats avec des maisons d'édition, ou voilà, de travailler avec cette boîte de prod, comme avec la vidéo sur le ballon de foot. Là, c'est pareil, c'est des contrats, donc ça me rapporte de l'argent, un salaire. Et c'est grâce à mes vidéos que je faisais sur mon temps libre et gratuitement que ça m'a permis de faire ça. Donc en fait, YouTube, oui, ce serait pas mal d'avoir un salaire avec le travail qu'on fournit sur nos vidéos pendant notre temps libre, évidemment, ce serait génial. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas en ce moment. Ça va peut-être évoluer, mais en ce moment, il n'y a pas de modèle économique, c'est un peu compliqué. Mais dans l'idéal, ouais, ce serait top. Bonjour, est-ce que ça vous est déjà arrivé de publier des vidéos sur des sujets où vous n'avez pas vérifié la source, où vous n'étiez pas sûr de ce que vous disiez? Pour le coup, je pense Flo, ça doit être pareil. Enfin, ça après en fait c'est une question de conscience. Concrètement, rien ne t'empêche de le faire. Si tu veux, même toi là, tu peux faire une vidéo en faisant genre tu connais tout sur tout. Moi en tout cas, pour mon cas, non, j'ai jamais fait ça. Parce que clairement, ce serait abusé, ça va à l'inverse de ce qu'on est censé faire. C'est comme mitonner en fait, hein, ni plus ni moins. Donc ouais, clairement non. Moi non plus. Votre présence ici, elle est payée ou pas? Ah non.
Elle est Non. défrayée. Ouais, on est. Bien. Ouais, et on- Moi, je viens de Lyon, donc j'arrive directement de Lyon. Oh loulou, c'est loin ça. Ouais. Ah bah, je suis venue exprès pour vous, hein. Ah, merci madame. Avec plaisir. Vous êtes payé? Non, bah Non, non, on n'est pas payé. Ah, vous faites ça défrayé. gratuitement. Ah, c'est gentil, Gracieusement. Avec plaisir. Madame, on vous aime, grâce à vous, on n'a pas eu cours aujourd'hui. Ah, bah voilà. Vous êtes tous d'accord? J'espère que vous avez appris des choses quand même. Voilà. Vous êtes ingrats. Hein. Vous savez que l'Europe se pose sur Mars la semaine prochaine. Vous le saviez déjà? Alors vous avez appris un truc. Bravo, vous avez bien fait de venir. Bonjour. C'est une question. Au moins on t'entend bien. C'était pour savoir Armstrong, quand il est parti sur la Lune, est-ce qu'il est revenu? Bien sûr qu'il est revenu. Mais il y a 12 hommes en tout hein, qui ont marché sur la Lune. Il y a eu Comment? Il y a eu 12 hommes en tout. Ils étaient 12. Il y a eu 6 missions. Mais comment il est revenu? Bah, comment tu rentres, toi, quand tu vas à l'école? Comme quand t'es arrivé? À pied. Eh bah voilà, tu rentres à pied aussi. Bah Armstrong c'est pareil, il est monté dans sa capsule, il est allé jusque sur la Lune, et puis il est revenu dans sa capsule spatiale. Exactement pareil. Et il était pas tout seul, il y avait Aldrin avec lui. Bon, il y a beaucoup de questions là aujourd'hui. Au premier rang aussi, il y a des questions. Il y en a un, on va repasser par le bas. Au premier rang, ils attendent depuis longtemps. Silence. C'est qui votre youtubeur préféré? En voilà une bonne question. J'en sais rien. J'aime bien. Comment il s'appelle? La fille, c'est Pembe Chérol. Comment il s'appelle ce mec? Ouais, lui j'aime bien. Lui, il est marrant, lui. Il est marrant. Mister V aussi. Mister V, il est. Moi, j'aime beaucoup Axolot. Axolot, il est top. Il raconte des trucs bizarres et chelous, des histoires très bizarres, des histoires étranges. C'est très étrange. Alors, en fait, quand vous faites vos vidéos, c'est qui vous paye? Personne. Donc, je pense l'autre question c'est comment tu fais pour gagner ta vie? Ah oui. Bah ça dépend, enfin il y a certaines vidéos qui vont être payées, des fois on fait des partenariats avec telle ou telle structure donc on peut avoir un peu d'argent. Il y a des boîtes de production qui vont venir nous Si vous êtes sage, on va terminer par une autre vidéo, par une dernière vidéo. Et voilà, ouais, pour moi c'est les deux moyens, sinon franchement tu fais pas d'argent. Clairement, sinon s'il faut faire beaucoup de vues pour faire un petit billet comme je le. Personne ne me paye pour faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. On me paye pour faire des vidéos sur celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On me paye pour écrire des livres. On me paye pour donner des conférences de temps en temps. Voilà, mais c'est pas avec les... Pour faire mes vidéos, personne ne me paye. Bonjour, je voudrais savoir combien vous avez d'abonnés chacun? Alors moi, 36 000. Abonnés YouTube. Mon pote, j'en ai même pas 500 je crois. Non mais vous pouvez vous marrer hein. Non mais il faut que tout l'amphi s'abonne à Dropix Ah ouais, parce faut que vous ça va abonner, doubler les gars, son nombre d'abonnés. Et moi j'ai passé les 36 000 hier je crois. Est-ce que vous faites de la pub pour les gens? Est-ce qu'on fait de la pub pour les gens? Je fais que de la pub pour moi-même. Ça m'arrive de faire de la pub pour les vidéos qui traitent de mes sujets. Évidemment, voilà, ça m'arrive de temps en temps. Allô? Est-ce que vous avez fait... allô? Vous avez déjà fait du placement de produit? Moi, jamais. Non, non plus, non. Non, parce qu'en fait, après, le risque avec le placement de produit, c'est que ça, tu vends ton truc, quoi. C'est pas trop, non.
vas-y là. On t'écoute. Est-ce qu'il y a déjà eu vos contacts? On t'a pas entendu. Est-ce qu'il y a déjà eu vos contacts? Est-ce que des gens nous contactent, c'est ça? Oui. Bah oui, la preuve, je fais des vidéos avec une boîte de prod. J'ai écrit un livre, qui sort la semaine prochaine. J'en ai un autre en préparation et puis d'autres projets également. Donc oui, de plus en plus, les gens nous contactent. Le public aussi, quand les gens ont des questions ou si ça leur fait marrer, ils envoient facilement un petit mail ou un message sur Facebook. Faut dire ta vidéo elle est marrante, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Ou sur Twitter aussi. Ouais, ou sur Twitter aussi. Donc ouais, les gens sont chauds. Et pour Ah bonjour monsieur. Salut. Ouais. Ça va? Non, c'est pour une petite question. Pour vous deux. Pourquoi il fait chaud dans un bus? Ah chut wesh. Vas-y mon pote. Pourquoi il fait chaud dans un bus? Pourquoi il fait chaud dans un bus? Pourquoi il fait chaud dans un bus? Parce qu'il y a un chauffeur. Elle est bonne, elle est très très bonne. Elle est très bonne. Ah non, moi j'en ai une en retour. Est-ce que tu connais la blague du chauffeur de bus? Moi je la connais pas parce que j'étais à l'arrière. Elle est bonne aussi, non? Bonjour. Ça serait pour savoir si vous avez déjà écrit une vidéo sur marijuana. Alors, pour le coup, non et ça c'est une bonne question en plus. Pour le coup, les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être des petites chansons et justement ça va être alcool. Donc une chanson qui va expliquer ce que ça fait l'alcool, une chanson sur du coup le cannabis, une chanson sur la cocaïne et une autre chanson sur la MDMA. Donc clairement les prochaines vidéos ça va être pour expliquer ce que font les drogues sur notre cerveau. Bien, on va prendre encore une question, et parce que là vous voyez, il faut absolument qu'on finisse à 15h30, et comme il y a une dernière vidéo pour ceux qui ont la possibilité de rester jusqu'à la fin, qui veut poser une question très importante? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez acheté WinRAR? Non, juste question. On a toujours la période d'essai mec. Si c'est ça que tu veux savoir, t'inquiète. Ok, je me désabonne. Bonjour, zbub. Je me désabonne. C'est une question. Mon pote Léo et moi, on se demandait si Seul sur Mars et Gravity c'était réaliste. Non. Excellente question. Alors, Seul sur Mars, c'est assez réaliste dans l'ensemble. C'est un très bon film que je vous conseille d'aller voir et de lire le livre aussi, qui est encore mieux. À un détail près, c'est que la tempête du début où ils sont obligés de quitter Mars et de laisser pour mort le héros, en fait, elle n'est pas réaliste. Parce que l'atmosphère est tellement fine sur Mars qu'il n'y a pas assez de puissance pour faire des tempêtes comme ça. Il y a des tempêtes sur Mars, mais pas avec des vents aussi violents. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment pas possible sur Mars. Ça ne peut pas exister. Mais s'il n'y avait pas eu ce postulat de départ, il n'y aurait pas eu d'histoire. Donc voilà. Mais le reste est assez réaliste. Il y a 2-3 bricoles qui ne le sont pas, mais globalement ça va. Gravity, c'est hyper réaliste. Il y a juste à un moment où c'est pas physiquement possible, quand elle est avec George Clooney qui est au bout de son bras et qui va lui échapper, ça c'est pas possible. Mais sinon c'est hyper réaliste et c'est des astronautes qui le disent. Donc ouais, c'est des très bons films. Voilà. Allez, une dernière question. Vous êtes payé combien par... Vous êtes payé combien par vidéo? Bah du coup ça va dépendre, ça dépend avec qui on travaille. Il y a certaines fois on va être payé pour les vidéos et là en fait on négocie, tu vois, ça va dépendre de la structure, si c'est un labo avec qui on bosse, si c'est une boîte de production avec qui on bosse. Du coup au niveau des prix ça dépend vachement.
je sais pas, à la fourchette, on pourrait dire un 500 balles par Alors, vidéo, on va dire. Pour la vidéo que tu as vue, pour l'écrire, j'ai touché 250 € brut. Donc un petit peu moins en net. La vidéo que je vous ai montrée, c'est 250 € brut pour, voilà, on va dire 200 € net pour l'écriture. Et ensuite, il y a une journée de tournage. Alors, une journée de tournage, on en tourne 3 ou 4 épisodes. Et une journée de tournage où on tourne 4 épisodes, je suis payée, je sais pas, 220 €. Bah oui, c'est tout. Bah, voilà. C'est la disquette. Moi, monsieur, pourquoi vous dites que les extraterrestres, ils n'existent pas alors qu'ils existent? Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, excuse-moi, en fait, là où je me suis trompé, ce que j'aurais dû dire, c'est que je pense que c'est pas les extraterrestres qui ont fait les pyramides. C'est ça que j'aurais dû dire. Parce que dans la vidéo, c'est ce qu'il disait. Après, est-ce que les extraterrestres existent ou pas? J'avoue que moi, je sais pas. Et je pense que personne ne le sait. Vu tout ce qu'il y a, c'est peut-être possible qu'il y en ait d'autres, j'en sais rien. Moi, ce que je voulais dire, et t'as raison de me corriger, c'est que je pense pas que ce soit les extraterrestres qui aient fait les pyramides. Par contre. Alors en revanche, pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie et l'astrophysique, vous savez qu'on a découvert un très très grand nombre de planètes hors du système solaire. Et là, on cherche des planètes sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie, et pourquoi pas des extraterrestres. Et la mission ExoMars, la deuxième partie qui arrivera en 2020, fera des trous de 2 mètres, de 2 mètres de profondeur dans le sol martien pour aller détecter peut-être des traces de vie anciennes ou encore présentes. Donc la vie, on la cherche. On n'est pas sûr. 1, 2, test. Oui, c'est pour vous demander pourquoi vous vous appelez Groupix. Dropix. Alors en fait, en gros, je voulais pas mettre mon vrai prénom, je fais vraiment de la recherche à côté, et c'est tout simple, je voulais pas m'afficher en fait. Donc du coup, à la place, j'ai pris un petit nom de personnage, comme ça me permet de faire des sons sans que personne me prenne la tête, ça me permet de mettre un peu n'importe quoi dans mes vidéos, tu vois, de mettre des trucs qui sortent un peu du monde scientifique sans qu'on me prenne la tête, et d'avoir à côté de mon personnage ma vraie vie, tu vois, où je suis quelqu'un normal quoi. Voilà. Groupix, vous pouvez nous chanter un truc en direct? En direct? Ouais. Tu m'as pris pour un chanteur, frère. Non, en plus, même pas, franchement. Non, franchement, je vois même pas ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai en stock? Franchement, les gars, j'ai rien du tout en stock. Désolé de te mettre un vent, mais. Je préparerai ça pour la prochaine conférence, par contre, t'as raison. Ouais, t'as raison. Moi, je voudrais savoir, ça fait combien de temps que vous avez votre chaîne YouTube? Moi, pour le coup, ça fait que j'ai lancé ma première vidéo, ça fait 3 piges. Après, le truc, c'est que je sors une vidéo tous les 6 mois, comme je taffe à côté. Donc, du coup, en 3 ans, j'ai dû sortir 4 ou 5 vidéos. Grand max. Mais voilà, ça fait 3 piges. Est-ce que vous avez déjà fait des vidéos avec des autres youtubeurs? Moi, j'ai fait un caméo chez Y Penser. Voilà. Et je crois que c'est tout. Mais peut-être que oui, peut-être que d'autres, mais je sais pas. Ouais, c'est en préparation aussi. Oui, aussi. C'est quoi votre vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Chandrou. Ouais, c'est pas plus simple. Ah bah c'est mon vrai prénom, tiens, il est marqué là-haut sur mon livre. Ok, merci. Et puis on va arrêter, on va présenter la dernière vidéo. Vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Et toi, Dropix? Moi? Yes. Ouais, j'ai 26 ans, moi. Bon, je propose qu'avant que tout le monde soit parti, parce que les uns et les autres ont des rendez-vous, peut-être on termine par une petite vidéo, un petit peu scientifique et assez marrante. On y va? On y va, vous êtes prêts?
Breaking Bad News. Toute la matière qui nous entoure, les objets comme les êtres vivants, sont constitués de minuscules briques, les atomes. Si tu prends ma casquette par exemple, et que tu zoomes dessus, mais en mode super maxi zoom, tu verras des milliards d'atomes côte à côte. Et comme il existe différents types de matières, genre l'oxygène, le carbone ou le fer, il y a différents types d'atomes. Tu connais le tableau périodique? C'est ce tableau qui liste tous les atomes découverts par les chercheurs. Et bien le dernier porte le nom du scientifique qui l'a découvert. Moi aussi je veux mon place dans le tableau périodique. Donc pour ça, je vais créer mon propre atome. Et tu vas voir, c'est pas sorcier. En fait, un atome, c'est des électrons qui tournent autour d'un noyau composé de neutrons et de protons. L'hydrogène, par exemple, n'a qu'un proton qui est tout seul dans son noyau. L'aluminium, lui, compte 13 protons dans son noyau, alors que le platine en compte 78. Mais franchement, trop la flemme de te le montrer. Surtout que ça va loin, l'atome le plus protoné n'existe pas naturellement sur Terre. En tant qu'apprenti chercheur, avoir un atome qui porte mon nom, c'est le genre de spécial dédicace qui me fait rêver. Donc l'atome à 119 protons, il est pour moi. Je vais créer le Drupixium. Pour créer mon atome lourd de Drupixium, je vais utiliser une technique super simple. Je vais prendre deux noyaux d'atomes qui existent déjà sur Terre et les faire fusionner. Pour avoir mon noyau de Drupixium, il me faut 119 protons. Du coup, je peux mixer un petit noyau, genre celui du cobalt avec ses 27 protons, avec un gros noyau de 92 protons, comme celui de l'uranium. Et paf, ça me fait du Drupixium. C'est ça, une fusion nucléaire. Alors, je dirais que tu peux faire ça dans 4 ou 5 laboratoires dans le monde. Tu peux faire ça en Allemagne, dans la banlieue de Tokyo, à 2 heures de Moscou. Y a rien de plus près? Ah bah si, tu peux venir ici à Caen. Tu peux faire ça auprès de Spiral 2, qui est une installation du Luganil. Pour commencer, je vais devoir mettre mon cobalt dans un état qui permet de titiller ces petits noyaux. Bon, ça doit être simple. À mon avis, le plus chaud, ça va être de trouver du cobalt. J'ai pas trop galéré à trouver du cobalt. Si ça t'intéresse, c'est à 27 balles le kilo sur internet. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir en faire pour pouvoir titiller ces noyaux d'atomes et pouvoir le balancer? Est-ce que je vais devoir le faire fondre et le faire vachement chauffer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a un peu de ça. L'idée, c'est d'envoyer du cobalt sur de l'uranium. Donc il faut manipuler des atomes de cobalt. Ouais. Et comme c'est électriquement neutre, tu ne peux pas en faire grand-chose du cobalt. Donc il va d'abord falloir arracher des électrons aux atomes de cobalt. On a des salles dédiées dans lesquelles on va faire ça, et on fait ça au moyen de ce qu'on appelle des sources d'ions, qui vont donc transformer des atomes en ions. Donc on va faire une sorte de vapeur de cobalt? En quelque sorte, on pourrait dire ça. Les meilleures choses ayant une fin, je vous propose de conclure cette conférence, évidemment en remerciant grandement et chaleureusement Florence et Drupix pour être venus ici gratuitement.